Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier. Nous sommes le 12 janvier et on commémore le 7e anniversaire du séisme qui a fait, on dit 200 000 morts et on ne connaît pas le chiffre exact des gens qui ont été tués par le séisme de janvier. De toute façon, on s'en souvient et c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Et comment se protéger, comment s'en prémunir si Haïti d'aventure arrive à être secoué par un autre tremblement de terre, ou encore si la terre arrive à trembler une nouvelle fois, et la terre aura de toute façon à trembler. Avec nous aujourd'hui, des scientifiques, l'ingénieur Claude Prepti, qui est avec nous ce matin, et la scientifique Madame Nadine Elouz Zimmerman, qui a réalisé des travaux de recherche sur Haïti. Nous aurons donc la possibilité de nous faire une idée des résultats trouvés et comment nous comporter. Puisque l'ingénieur Prepti l'a toujours dit, c'est pareil pour nous parer. Ingénieur Prepti, bonjour, vous êtes chez vous. Merci quand même d'accepter de participer avec nous à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour aux auditrices et auditeurs et téléspectatrices de Métropole. Madame Nadine Elouz Zimmerman, vous êtes française, vous êtes en Haïti dans le cadre des travaux de recherche et vous êtes là apparemment pour un mois. Et bonjour, merci d'accepter de partager les résultats de vos recherches avec le public de Métropole. Bonjour, je suis très honorée d'avoir été invitée à cette manifestation et de partager les résultats qu'on a en collaboration avec les Haïtiens sur les failles en Haïti, puisque c'est le sujet. Et c'est très important, justement, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et les résultats sont inquiétants, les résultats sont passionnants, les résultats sont intéressants? Les résultats sont passionnants, sont intéressants et permettent de poser des petits points de précision sur les zones qui seraient éventuellement à risque. Donc on approche petit à petit, pas à pas, de certaines, d'une cartographie plus précise qui permettent de comprendre quels sont les risques. Donc il y a des choses qui sont faites à terre, en surface, il y a des choses qui sont faites aussi en profondeur, en mer ou à terre. Donc il faut maintenant arriver à faire une synthèse de tous ces éléments. Nous pouvons annoncer qu'à la deuxième partie de l'émission, sera totalement consacrée aux résultats de vos travaux, avec une projection qu'on aura également à faire. Comme je l'ai dit tantôt, il est question de permettre au public de Métropole de savoir exactement ce qui se passe, combien de failles il y en a. Ça, c'est pas possible de répondre. On ne pourra pas répondre à ça. Non, il y a des failles principales qui sont majeures, qui comportent le maximum de risques, et puis après, il y a beaucoup d'autres failles. Alors, vous parlez des failles secondaires, non? Secondaires, et puis des failles anciennes qui ne vont pas jouer, qui existent, mais qui ne vont pas jouer. Ça veut dire quoi, qu'ils ne vont pas jouer? C'est-à-dire qu'elles ne sont plus impliquées dans le système actif actuellement. Ah bon? Voilà. Peut-on savoir, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des failles vivantes et des failles mortes? Exactement. Ah bon? C'est exactement ça. Des failles mortes, c'est-à-dire qui ne provoqueront aucun tremblement de terre? Elles ne provoqueront aucun tremblement de terre, elles auront simplement un impact sur la propagation des failles actives. C'est tout. On reviendra dans un instant, madame. Et avec l'ingénieur Prepti, je dis à l'ingénieur Prepti, est-ce que nous arrivons à connaître exactement qui faille qui était tremblé le 12 janvier? Très difficile, parce que dans le domaine scientifique, avant que vous disiez ça que lié, ça m'a donné d'études, ça dépend de scientifiques là, il y a des hypothèses que les émettent, il y a des autres même qui ne sont pas d'accord, c'est toujours des discussions, mais nous sommes sûrs et certains que ce n'est pas vraiment faille, et presque du sud là qui était joué, c'était une faille secondaire, la faille de Léogane, qui passait en bas Léogane, c'est les mêmes qui étaient provoqués dans le. Mais nous ne connaissons pas l'avant. Non, nous ne connaissons pas. Même Mme Zimmerman dit qu'il y a un paquet de failles que nous ne connaissons pas. Il y a des failles actives et des failles non actives. Failles qui ne sont pas actives, c'est même pas en activité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour mettre de terre. Mais failles majeures, nous les connaissons.
Mais faille secondaire, il y a pile faille secondaire qu'on ne pas connaît. Alors, ça me connaît, je dis, est-ce que une période, puisque faille, en fait, tout ce qui est vivant a une durée de vie. Et est-ce que le cap privé une faille ça, que ce soit la faille septentrionale, la faille de Léogane ou la faille de la presqu'île du Sud, est-ce que ça peut arriver, on le suspend en activité et que vous mourrez et que pas qu'à provoquer, pas qu'à accumuler énergie encore et puis non, ça va dépendre de longueur faille là, ça va dépendre de qui côté que le placer. Maintenant, il y a des failles qui là, il va obliger ancienne, mais c'est des failles qui n'ont aucune activité, même si on fait mesure sur eux, ou qu'ils ne peuvent pas déformer. Donc, il va accumuler l'énergie. Donc, faille, ça, on va besoin de craindre, il va battre tremblement de terre. Donc, maintenant, c'est identifier sur tout ça qui intéresse nous, c'est identifier les failles actives. Failles qui peuvent accumuler l'énergie, qui peuvent déformer et qui ont une possibilité pour battre un tremblement de terre dans le futur. C'est ça qui est intéressant. Mais pour faille de Léogane, ingénieur Prepti, qu'est-ce qui expliquait que nous pas jamais nous compte de l'existence. Alors je parle, quand je dis nous, baladons, vous, scientifiques, nous pas arrivé à identifier. Bon, il y a des failles où capable d'observer à partir de photographies, à partir d'images, ou être tracé. Il y a une possibilité pour identifier. Mais il y a des lots en bas, il y a des coudes, leur ils en surface au power, soit qu'il y a une végétation, soit qu'il y a un bâtiment, pas aucune trace de faille ça en surface. Donc, impossible pour qu'on ait que là. Est-ce que nous devons comprendre, ingénieur Prepti, vous devez dire déjà une fois, mais nous devons retourner sur lui. Il y a une possibilité à l'œil nu pour nous tracer de une faille? Bon, nous pour fans, c'est très difficile pour le lire, mais si m'expliquer, montrer l'on carte, me dit là, ouais, c'est comme si on prend un balaf, on prend un gilet, on passe sur son figure au monde, on trace qu'à prêter. Donc, il y a possibilité pour être tracé ça dans le paysage là. Son carte en relief, son carte d'imagerie satellitaire, il y a une possibilité pour être tracé. Pour capable suivre tracé, mais il y a des côtés qui disparaissent pied devant. Donc finalement, il y a une possibilité pour dire que approximativement, mais tracé faille là. Et particulièrement dans la zone côté que matériaux boyés. Par exemple, si c'est calcaire, vous avez un calcaire boyé, il y a une carrière de sable. Donc il y a une possibilité pour dire que ouais, miroir de faille passant dans la carrière, surtout sous la boule. Il y a exploité les matériaux. Donc, il y a des pans de monde, on va regarder, ou que l'hélice, ça veut dire que c'est miroir de faille. Donc, faille là passé dans la zone. Donc, il y a une possibilité pour suivre faille là. Mais c'est faut qu'on ait pour dire. Donc, il y a des cas côté que vous êtes capable d'identifier faille là, mais il y a d'autres, il est impossible. Il est impossible. Non, mais ou maintenir ça, que le profane ne peut pas comprendre ni et pas ouel. Si vous expliquer, il y a des côtés où dit là, faille là passé, la poêle et la comprendre. Mais la plupart des failles ne sont pas visibles. Et ça fait que le 12 janvier, bon, on ne peut pas connaître faille. Et il y a un paquet d'autres failles encore qu'on ne peut pas découvrir. Ok. Tout à l'heure, Mme Zimmerman dit que bon, il est impossible pour dire combien de failles secondaires il y a. Parce que, il y en a tellement. Oui. Il y a un paquet qui est caché, qui n'est pas visible. Donc, ce n'est pas l'étude, ce n'est pas des travaux scientifiques, travail qu'on a fait là, on est capable de détecter. Et selon le film détecter, il faut mesurer maintenant est-ce qu'il est actif. Est-ce qu'il a déformé pour dire que faille ça sont failles actives que lui ou bien sont failles qui mortes? Ingénieur Prepti, est-ce que Haïtiens doivent mettre dans la tête que prévision côté qu'on fait avant 12 janvier par rapport à la faille de la presqu'île du Sud, qui c'est pas la faille de Léogane, prévision ça au métier. Est-ce que la faille de la presqu'île du Sud n'a pas perdu énergie lui-même et que d'un moment à l'autre, il a cassé encore et que fait des dégâts. Est-ce que nous devons mettre ça dans la tête, non? Bon, avant 12 janvier, ce qui a été basé pour nous dire que faille presqu'île du Sud est capable de bailler tremblement de terre. C'est à partir de série de mesures que nous avons fait avec le professeur Eric Calais, des mesures de géodésie spatiale, côté que nous prenons plusieurs points sous faille là, et en toute république là, nous déterminons les coordonnées. Et à partir de ça, nous traitons les données pour nous connaître qui vitesse qui a déformé, et à quelle vitesse, dans quelle direction qui a déformé, et quelle quantité d'énergie qui a accumulé dans la faille. Donc après 5 ans de mesure, parce qu'on n'est pas capable de faire une mesure ponctuelle, une seule mesure pour dire qu'on a un résultat. Il faut faire 5 ans de mesures répétées. Donc c'est ça qui fait que c'est des études qui sont très longues, qui coûtent comme. Donc après 5 ans de mesure, entre 2003 et 2008, nous sommes arrivés à la conclusion que faille ça, eh bien, il y a suffisamment d'énergie pour le bail ou tremblement de terre de magnitude 7. Donc, 12 janvier arrivé, tremblement de terre de magnitude 7. Nous pensons que c'est segment ça que nous avons pensé qui a libéré l'énergie, qui était libéré.
Mais après plusieurs mesures de réplique, après plusieurs mesures de photosatellites, nous nous rendons compte que faille ça, effectivement, il jouait 12 janvier, mais c'est une faille secondaire qui était provoquée, rupture là. Donc, ce qui veut dire que l'énergie, ça a libéré, mais faille qui est en dedans, faille principale majeure là, d'autant plus qu'après 12 janvier 2010, nous refait mesure de géodésie spatiale pendant 5 ans, entre 2010 et 2015. Et résultat, on conclut que même conclusion que nous avons gagnée avant 2010, là, il est toujours là. Parce que nous retrouvons même taux de déformation dans faille, ce qui veut dire que l'énergie continue à accumuler. Au contraire, ça fait 7 ans qu'il vient ajouter en plus sous faille, ce qui veut dire que à moyen terme ou bien à long terme, il y a une possibilité pour que faille il baille encore d'autres tremblements de terre majeurs. Et pas de moyen pour faire ça mourir lui-même. Bon, qui j'en faille mourir, bon, ça c'est la nature qui a joué. Et peut-être que Nadine est capable de répondre à la question ça, de quelle manière une faille peut mourir. Donc ça c'est très difficile à répondre. Ça, en général, si une faille meurt, il y en a une autre qui prend le relais. Ah bon? Voilà. Donc il y a effectivement, pour certaines raisons, il y a des failles qui peuvent s'arrêter parce que, par exemple, il y a une grosse hétérogénéité de socle, c'est trop difficile à traverser, donc c'est une autre faille qui peut prendre le relais. Mais tant que le mouvement général... Non, mais cette faille-là qui prend le relais était déjà là. Pas forcément. Ça peut être non, une est-ce faille que la mort, alors ce que vous voulez comprendre, est-ce que la mort d'une faille peut provoquer la naissance d'une autre? Oui. Oui. Comment cela est-il possible? Parce qu'il y a un mouvement général. Il y a un mouvement général, notamment de la plaque Caraïbe vers l'est, le long de ces grands décrochements, la faille septentrionale et la faille d'Enriquillo-Plantin-Garden. Donc ce mouvement, il est tantôt accumulé sur la faille septentrionale, tantôt sur la faille d'Enriquillo-Plantin-Garden. Alors ça oscille entre les deux grands décrochements. Entre les deux, il y a des hétérogénéités. Par exemple, pour la faille septentrionale, il y a la plateforme des Bahamas. C'est un énorme bloc, voilà, et c'est difficile pour une faille de pénétrer sur la plateforme des Bahamas. Pour le sud, il y a une grosse ride océanique, et c'est difficile aussi de pénétrer sur cette ride-là. Donc, ça peut provoquer un changement et un déplacement de la zone de faille active. Voilà. Nous devons comprendre aussi, ingénieur Prepti, que nous avons plusieurs failles majeures en Haïti. Pas grand pile, mais une faille majeure, c'est faille qui traverse toute presque du sud là, qui ont faille Muertos Neiba chaîne des Mateux, qui est moins violente que l'autre chose. Ensuite, la faille septentrionale et la faille nord d'Hispaniola. Donc, 4 à 5 failles majeures que nous connaissons. Alors, inquiétude aujourd'hui, parce que si 12 janvier, la faille de Léogane était jusque-là inconnue, est-ce qu'il n'y a pas d'autre faille aussi importante que la faille de Léogane et qui est capable d'accumuler l'énergie et faire des dégâts en jour? Justement, ces résultats recherche que Mme Zimmerman parle auditeurs. Donc, il y a l'autre étude scientifique qui montre qu'au niveau de la bordure sud de la plaine du cul-de-sac, qu'on paquet l'autre faille secondaire qui ont détecté. Et dans le cadre des études de microzonage sismique qui fait pour l'agglomération de Port-au-Prince, je mettais en évidence d'autres failles secondaires dans la zone sud de Port-au-Prince. Donc, ce sont des failles tout aussi dangereuses, suffisamment longues, qui ont suffisamment d'énergie pour battre des tremblements de terre qui est capable de mettre en danger la capitale haïtienne. Maintenant, ingénieur Prepti, l'offre un coup d'œil, parce que quand même, tout scientifique et même le simple observateur, le simple profane, rendent compte que ce n'est pas le tremblement de terre là, effectivement, qui tue les gens, c'est la construction. Est-ce qu'on constate qu'il y a des progrès qui sont faits en Haïti 7 ans après, en termes de construction, en termes de réflexes également, qui sont constatés? Bon, c'est vrai que ce n'est pas un sismique qui tue les gens, mais il est très important pour que nous identifions les sources sismiques. Parce que si pour dire que nous n'avons pas construit la zone, ça, son zone de danger, ce qui est baso pour dire pas construit là. Ce qui soit baso pour dire que la population est exposée à phénomène sismique là. C'est tout d'abord par l'identification des sources sismiques. Donc, le travail scientifique là, en amont est extrêmement important. Les gens ne pas comprendre ça en Haïti. Ils doivent parler de la science, de l'étude, ça va intéresser eux. Il y a plus en aval, mais en aval, si un amont pas bali, il n'est pas capable de fonctionner. Donc, études scientifiques là, pour connaître exactement qui côté que faille passer, quelles sont les failles majeures, quelles sont les failles secondaires, qui degré d'activité faille secondaire, ça est faille majeure,
type de séisme qui est capable de bailler, est-ce que la population elle-même est en danger, est-ce qu'elle est exposée à faille ça, à ce moment-là, on peut prendre des mesures pour limiter les dégâts. Et une mesure qu'on est capable de prendre, c'est au niveau du bâti. Dis-moi, attention, là, capable de bailler un gros tremblement de terre, mais type de construction, parce que études scientifiques et tout, a dit quel type de sol qu'on a là, quel type de bâtiment qu'on est capable de mettre là. Donc ça veut dire que si sol là est à risque, ça veut dire qu'on ne peut pas construire là, on est capable de construire. Bon, sol là, ce n'est pas à risque lié, non. C'est faille là qui risque là. Menace là, c'est faille là. Maintenant, le onde sismique là propagé dans le sol là, parce que onde là c'est en bas tel sorti la monter, la traverser différents types de sol. Au sol là varie d'un quartier à un autre. Quand des quartiers c'est roche qui est, donc on a mis les cailles là sous la roche là comme fondation. Mais il y a des quartiers tout son sol mou que le gagne. Or sol ça n'a pas réagi même gens face à onde sismique là. Donc c'est très important non seulement pour identifier faille, mais déterminer quel type de sol qu'on gagne, parce que c'est sous sol là qu'on va construire, parce que sol ça, il va réagir différemment. Et dépendamment du type de bâtiment qu'on mettait, bâtiment bas, bâtiment à plusieurs étages, les réactions bâtiment tout cas différentes. Parce que sol là, il y a une fréquence d'oscillation, il y a une façon que le balancer. Chaque caïto a une façon que le balancer. Donc, et sol là, il y a une fréquence, et bâtiment a une fréquence. C'est éviter que les deux fréquences ne soient pas mêmes. Parce que si fréquence bâtiment correspond à fréquence sol là, le bâtiment va se secouer sérieusement et il y a une possibilité pour le tomber. Donc, calcul, c'est déterminer fréquence sol là, type de sol là, et ingénieur qui a construit lui-même, il détermine fréquence bâtiment, il compare deux fréquences. Maintenant, si par la résonance, il est capable de modifier l'architecture, il est capable d'intervenir au niveau des calculs pour éviter que justement la résonance s'affecte. Mais maintenant, dis-nous, qui constat fait, ou même en Haïti, est-ce que vous avez tenu compte de recommandations ça? Bon, recommandations ont existé depuis quelques temps, de même que les résultats d'études qu'a fait là, ils pourraient exister. Non, mais est-ce que vous sentez que vous avez un réflexe pour côté haïtien aujourd'hui, là, par exemple, avant de construire, vous avez plus les architectes, vous avez plus informé véritablement pour connaître est-ce que quel type de construction qui est capable de faire dans telle ou telle zone donnée. Même tout en termes de réflexe, est-ce que vous sentez que vous avez une évolution, un progrès quand même qui est fait pour que si tu as tremblé encore, pour que nous pas autant de dégâts qui fait? Est-ce que vous sentez une sensibilisation, une motivation qui fait? Le constat que je fais, c'est que les gens qui ont des moyens, qui ont construit des font hôtel, sont très sensibles à résultats d'études. Donc, ils ont consulté des ingénieurs compétents. Et ingénieurs, c'est des gens qui connaissent très bien pour appliquer les normes sismiques. Pour certaines catégories de monde, ça marche. Maintenant, là, on prend l'ensemble de la population. Pas forcément faire appel à un ingénieur pour faire une construction, il s'agit de l'autoconstruction. Je prends n'importe qui pour faire construction. Souci, ça a les moindres. Parce que soit tenu compte des normes parasismiques, soit tenu compte du type de sol pour faire études de laboratoire, ça peut augmenter un petit peu le coût de construction. Et maintenant, le plus souvent, c'est deux blocs que nous mettons. Est-ce que nous n'avons pas de souci pour dire que, bon, construction parasismique, etc. Donc, ça, un petit peu plus difficile. Donc, je pense que pour l'ensemble de la population qui n'a pas de gros revenus, eh bien, pas de trop avancé qui fait. Et avancer ça, tu dois contrôler par les collectivités territoriales. On ne dit pas qu'il y a trop avancé qui fait. Ça veut dire qu'il y a avancé quand même qui fait. Il y a avancé qui fait parce que l'organe après 2010, on n'a pas qu'un hôtel qui construit. Dans la région de Port-au-Prince et ailleurs. Et toute construction, c'est des bâtiments de plusieurs étages faits suivant des normes parasismiques. C'est des bâtiments qui sont bien construits. Qu'on pas quelqu'un monde qui construit propre caillou, il y a des gens qui détruisent le 2 janvier, ils refait suivant des normes. Mais c'est des gens qui ont des revenus. C'est des bâtiments qui coûtent cher. Donc il y a des moyens pour appliquer les normes. Il y a des moyens pour payer un ingénieur qui lui-même est capable d'appliquer les normes. Il y a des moyens pour faire des tests au laboratoire pour connaître quel type de sol qu'il a construit. Le moyen, ça n'est pas accessible à tout le monde. Oui. Ingénieur Pripti, dis-nous qui genre l'État haïtien approprié de recommandations, des résultats des travaux de recherche que nous faisons. Est-ce que vous sentez que l'État a progressé dans ce sens-là tous les mêmes?
Bon, l'État, c'est qui est? Ce sont les instances décisionnelles. Le résultat étude ça, au fait, il faut faire restitution. Il faut inviter eux, il là, il faut mettre l'étude là. Donc, il faut bien apprécier l'étude là. Maintenant, entre résultat étude là qu'il a, il faut bail instance décisionnelle avec appliquer mesure qu'il a étude ça, c'est deux bails différents. Qui est-ce qui peut l'appliquer? Le plus souvent, ce sont les mairies qui donnent les permis de construire, c'est eux même qui veillent construction, c'est au niveau des collectivités territoriales. Or, il se trouve que les mairies n'ont pas les moyens qu'il faut pour appliquer leur politique. Ils n'ont pas les compétences qu'il faut au niveau du génie municipal pour prendre les résultats qu'il a études scientifiques, pour intégrer, pour opérationnaliser et rendre concret la construction qu'on fait. Et c'est là, nous obligés intervenir au cours des années à venir pour renforcer les collectivités territoriales, pour que les gens qui ont permis de construire, eh bien, les gens aient des compétences suffisantes et la connaissance qu'il faut pour pouvoir suivre les constructions et faire appliquer les recommandations qui sont dans ces rapports scientifiques. Si les recommandations ne sont pas appliquées, ingénieur Prepti, est-ce que le problème ne reste pas entier? Bien sûr. Parce que sinon, qui raison que vous avez pour dépenser comme pour faire des études et étudiants dit que là, il y a un problème. Et s'ils n'ont pas tenu compte de ce problème-là, eh bien, au tremblement de terre passé, les dégâts seront encore les mêmes. Donc l'objectif, la finalité de ces études, c'est quoi? C'est la réduction de la vulnérabilité. C'est réduire les impacts négatifs sur les vies et les biens. Mais pour cela, ce ne sont pas de beaux discours qui vont résoudre le problème. Ce n'est pas étudier en lui-même, ce n'est pas cartographier en lui-même qui peut résoudre le problème. C'est par des mesures concrètes. Et sans ces mesures concrètes, on n'arrivera jamais à réduire la vulnérabilité. D'après vous-même, ingénieur Prepti, lorsque nous considérons la situation pays d'Haïti aujourd'hui, les constructions faites de manière informelle, il y a des gens qui disent anarchique, mais il y a des gens qui préfèrent dire bon, faire de façon informelle. Est-ce que vous pensez que gagner une possibilité aujourd'hui pour réduire le risque, là, on dit jusqu'à 30% par exemple par rapport à la construction déjà faite, risque de vulnérabilité, est-ce que vous pensez que possibilité a existé? Bon, situation très complexe, hein? Parce que même si vous avez une volonté pour réduire la vulnérabilité, appliquer les normes parasismiques, appliquer les recommandations qui sont dans les études de techniques qui ont été réalisées, ne pas oublier que nous évoluons, villes, surtout les principales villes d'Haïti, la capitale, nous évoluons en absence de plan d'urbanisme. Il n'y a pas vraiment un plan d'aménagement du territoire. Donc, espace-là utilisé de façon irrationnelle. Il y a des quartiers qui sont formés, pas l'une sous l'autre, pas une rue qui relie. Donc, c'est des bâtiments hors normes qui sont pas avec l'ordre. Situation pareille. Pour un bidonville, façon que caillou construit, façon que caillou, façon que quartier passé à travers le bâtiment, qui n'ont pas le faire. C'est pratiquement raser zone là et pour faire une nouvelle ville, une nouvelle cité. Maintenant, il faut penser à une nouvelle capitale. Port-au-Prince, actuellement, héberge plus de 3 millions d'habitants, avec beaucoup de bidonvilles. Ce sont gros bidonvilles que Port-au-Prince. Donc là, on parle de Port-au-Prince, on parle de toute la région. De l'agglomération de Port-au-Prince, avec extension. Bon, une zone que tu prévois pour te faire une nouvelle capitale, c'est la zone nord, la zone Canaan. Bon, regardez, ça qui a passé dans la zone Canaan. C'est un scandale. Comment peut-on aménager cette zone pour dire que nous sommes capables de faire une nouvelle Port-au-Prince avec le littoral là, la côte des Orcadins, pour faire un bagage qui est belle, un bagage qui est potable. Il faudrait évacuer tout ça. Qui j'en parle d'évacuer? C'est exact. C'est une situation qui est très complexe, très difficile. Est-ce que les recherches qui faites, en fait, cette question concerne aussi Mme Zimmermann, est-ce que les recherches effectuées tiennent compte aussi de la situation dans le centre, par exemple? Dans le centre ou dans le nord? Et dans le nord? Le plateau central? C'est toi qui réponds ou c'est moi? Bon, surtout dans le nord. Je ne sais pas si je vais travailler dans le centre, mais dans le nord, oui. Vous avez travaillé dans le centre? Oui. Et quelle est la situation? À quel niveau? Au niveau de... Le Hinche, par exemple. Hinche, Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'établir des grandes coupes régionales de manière à justement essayer de regarder quelles étaient les failles actives. Donc, au nord de Hinche, au nord du plateau central, par exemple, il y a une ancienne... Alors, pour le coup, c'est une ancienne faille qui, actuellement,
est en train de se remobiliser. Une ancienne faille. Une ancienne faille, très qui vieille. était morte alors qui est en train... Oui, voilà. Pourquoi? Simplement parce que c'est une hétérogénéité et qu'elle sépare deux grandes entités différentes. Mais le long de cette faille-là, il y a beaucoup d'hydrodynamisme, il y a beaucoup d'hydrothermalisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la faille, au lieu d'avoir roche sur roche, il y a roche, fluide, roche. Et comme il y a roche, fluide, roche, elle glisse plus facilement. Donc, il y a moins de risque sismique quand on a une faille qui est lubrifiée. Voilà. Donc c'est important aussi, Claude a parlé de la chaîne des Matheux, le front des Matheux, donc tout près de Port-au-Prince, au nord de Port-au-Prince, sur la route de Saint-Marc. En fait, on a l'émergence d'un grand chevauchement qui est actif, mais le long duquel des fluides circulent très activement. Alors, je ne sais pas si vous vous promenez, vous sentez à certains moments qu'il y a une odeur d'œuf pourri. C'est quand on passe aux sources puantes, c'est de l'H2S qui sort, avec l'eau, avec les gaz, avec tout ce qui sort. Donc, c'est une faille qui est lubrifiée. Non, mais on dit que la source ne pue plus. Ah, ça, c'est pas vrai. Je peux vous garantir qu'on l'échantillonne depuis des années. Ah bon? Ah oui. La source est encore puante? Non, mais je suis passé très souvent dans la zone, donc j'ai Arrêtez-vous un petit peu. Arrêtez-vous un petit peu, vous verrez. Et ça a rapport avec notre sous-sol? Oui, bien sûr. Oui. Avec l'activité d'une faille? Oui, en partie. En partie, parce que ce qu'on a déterminé dans les études qu'on a faites, c'est que l'eau et les gaz qui sortent dans ces sources puantes sont en partie météoriques, donc proviennent des pluies, se sont infiltrés, etc. En partie salés, parce qu'il y a proximité avec la mer, mais il y a aussi des gaz et des eaux très profondes qui arrivent le long du plan de faille. Donc on sait que le plan de faille est lubrifié jusqu'en surface. Ce qui fait que quelque part, on va moins accumuler d'énergie là que dans un endroit où il n'y a pas de fluide qui sort. Voilà. Alors, en parlant de faille à libérer de l'énergie, il va fallour qu'on libère aussi l'ingénieur Petit qui devra participer à une cérémonie. Et ce matin, alors, si je dois revenir à la question que je vous ai posée tantôt, l'ingénieur Petit m'a dit, est-ce qu'on sentit vraiment nous parer? Est-ce qu'on réalise que nous commençons à parer? Ou bien nous pouvons parer? Ou sentir tout nous sur route pour nous parer? Bon, moi, essayer d'éviter le terme ça. Je dis c'est parer pour nous parer. Mais qui l'a que n'a pas paré, c'est très difficile de vous répondre. Parce que nous voyons que l'étude scientifique est très pointue, ça qu'a fait. Il y a des bagages qu'on a découvert. Donc, il y a des zones qu'on n'a pas jamais pensé que tu as un tremblement de terre, il est capable de révéler que par le tremblement de terre. Donc, c'est à partir de résultats, ça est capable d'agir pour dire que la population qui est dans une zone, mais ça pour faire, donc il commence à parer. Donc, c'est au fur et à mesure. Une fois qu'on a un résultat de côté, ou qu'on est que zone ça à risque, donc on va demander aux populations commencer à prendre des mesures. On prend au niveau du bâti et au niveau de l'éducation. Donc, parer, c'est au fur et à mesure. C'est un processus extrêmement lent. Il faut ne pas penser qu'après 7 ans, il faut avoir un résultat et nous dire que le tremblement de terre 7 ou bien 8 rivés, 0 mort. Non. Après mort quand même. Après mort quand même. Ça va prendre du temps. Non, mais grand haïtien qui croit que on a parlé de recherche, on a parlé d'études, on a parlé de la pondité, je me tremble encore. Ah non, ça. Non, recherche, études, ont pour objectif d'identifier source sismique. Identifier ça qui fait une peur, c'est-à-dire menace là, tremblement de terre. Très important pour connaître. Et ça fait que nous mettons un pile accent sur la recherche à l'université. L'université a un gros rôle pour jouer. Si Mme Zimmerman vient là, il fait partie de nos équipes, ce sont des scientifiques. Nous devons avoir nos propres scientifiques. Mais en termes de prévision, où est-ce que l'on en est avec les recherches? En termes de prévision? De prévision sismique, vous voulez dire? Oui. Je pense qu'il y a il faut réaliser qu'il y a deux types de recherches que l'on peut faire. Il y a ce qu'on peut faire sur le mouvement actuel en surface. Il faut réaliser que le mouvement actuel en surface, ce dont Claude Prépetit a parlé, sont les mesures GPS, donc ça montre les vecteurs de mouvement, donc de rapprochement le long d'une faille. Ça ne veut pas dire pour autant que le tremblement de terre va avoir lieu là. Ça veut dire que l'on sait qu'en surface, on a tel mouvement. Mais ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est que l'expression en surface des failles que l'on mesure n'est pas exactement à l'aplomb de la faille en profondeur. Et que les failles qui sont en surface se rejoignent en profondeur. Et ce qui est important, justement, c'est d'arriver à caractériser
toute cette architecture du réseau de failles. Donc, en ce sens-là, on a progressé, puisqu'on a maintenant une meilleure cartographie. Maintenant, le risque zéro, c'est pas possible. En Haïti particulièrement. C'est pas possible. Merci, Madame Zimmermann. Merci, ingénieur Pripti. Vous allez pouvoir partir. Mais Madame Zimmermann va rester avec moi et avec le public de Métropole. Et il y a une projection qui va suivre dans un instant, après la pause. Et comme ça, vous nous donnerez les explications irrelatives. Merci encore, ingénieur Pripti. Et puis, bonne journée. C'était un plaisir de participer à cette émission, encore une fois. Voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Ok, ingénieur, merci beaucoup. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt, aussi de votre patience. Avec nous, encore, sur le plateau, Madame Nadine Elouz Zimmermann. Comme on vous l'a dit, elle est française, elle est scientifique et fait partie d'une équipe de chercheurs ayant travaillé sur les failles, sur l'étude de nos failles, des failles haïtiennes aujourd'hui. Et nous avons le privilège de pouvoir nous faire une idée de notre réalité sismique, je dirais. Ces études, madame, ont été commanditées par le gouvernement haïtien ou non? Alors je dirais qu'en fait c'est vraiment le résultat d'une très très longue amitié avec les scientifiques haïtiens, puisque je suis personnellement amie avec des professeurs de la faculté des sciences. Et on s'est dit tous ensemble, il faut qu'on réunisse les efforts pour arriver à redynamiser la recherche sur les failles et sur la sismicité en Haïti. Donc on a essayé de construire des programmes, on les a construits dès le début avec la faculté des sciences, le bureau des mines, Claude Prépetit. On a été extrêmement aidés pour obtenir des financements par le gouvernement français, mais tout ça parce qu'il y a eu le soutien et l'énergie des Haïtiens qui ont été un soutien très très fort pour que ça puisse se réaliser. Je vous ai posé une question au cours de la première partie de l'émission. Permettez que je revienne avec la même question. Les résultats trouvés sont passionnants pour les scientifiques, évidemment, intéressants, mais préoccupants ou alarmants pour nous, Haïtiens. Alors ça dépend des zones. Ça dépend des zones, parce que ce qui était connu était effectivement sur une base extrêmement solide. Et c'est ce que je vais expliquer un petit peu tout à l'heure. Il y a eu énormément de cartographie, de relevés géologiques, etc., d'analyses, de datation qui ont été faites dans les années 80-90, qui ont abouti à des cartes qu'on montrera tout à l'heure, qui sont vraiment de la base réelle. Simplement, maintenant, il faudrait avoir plus de détails sur un certain nombre de zones. Et en voulant justement mettre un petit peu plus de focus sur telle et telle zone qui nous paraissait importante, nous sommes rendus compte qu'il y avait des zones qui, a priori, ne présentaient pas énormément de risques, et puis d'autres, par contre, où, comme disait l'ingénieur Claude Prépetit, qu'il y avait des risques d'accumulation de contraintes, puisqu'elles n'ont pas été libérées depuis longtemps. On sait quand même que les gros séismes en Haïti ont un temps de récurrence entre 200 et 300 ans. C'est très long. C'est très long. Et ce qui est très important de faire passer comme message, c'est que 200 ans, par exemple, c'est plus de 3 générations. Or, en général, les gens se rappellent, la grand-mère qui a vécu le tremblement de terre, elle est capable de transmettre à ses enfants et ses petits-enfants. Au bout de la 3e génération, c'est fini. Donc, il est vraiment très important, particulièrement dans le cas où les séismes sont peu rapprochés, de veiller à ce qu'il y ait tout le temps une information claire, de continuer les recherches, de ne pas abandonner des filières complètement. Les compétences doivent rester en Haïti. Ça, c'est capital. Et là, maintenant, on est arrivé au moment M pour voir. Et pour voir, donc, avec la régie, nous allons commencer avec la projection. Donc, ce qui réclame un peu d'attention de la part du public de Métropole qui nous suit maintenant. Alors, donc, là, on va commencer sans tarder. Et nous invitons la régie à nous accompagner dans ce travail. Voilà.
Donc là, c'est simplement pour récapituler les efforts qui ont été faits. Alors, il y a mon nom, mais évidemment, je ne suis pas toute seule. Il y a une grosse équipe, et notamment les équipes du BME, les équipes de la Faculté des sciences, et puis des collaborations avec la France, les USA, la Belgique, d'autres pays également. Donc, tout ça, c'est vraiment le résultat d'une collaboration très importante avec ces différents pays. Donc, ce que je voulais souligner sur cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'avancées depuis les dernières décennies. Il y a eu un gros travail qui a été fait en 1980, ce travail 80-90, donc il n'y a pas eu assez d'avancées au cours des dernières décennies. Pourquoi ? Parce qu'il y a des filières qui ont été complètement abandonnées au niveau de l'enseignement, par exemple, et que donc il n'y a plus eu de formation de géologues de haut niveau, je dirais, et les gens se sont plutôt dédiés, enfin les enseignements ont plutôt été dédiés à d'autres domaines comme la mécanique des sols, etc., etc. Donc il y a eu un long domaine de quiescence, alors, après ces avancées, où là il y a eu beaucoup de thèses, par exemple, qui ont été faites, qui ont permis d'analyser. On voit aussi regain d'activité depuis 2010. Voilà. Et il y a un regain d'activité depuis le 2010. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de cartographier la morphologie, l'hydrologie, la géologie des sols, la géologie, l'historique de la géologie. Remonter dans le temps. Ce n'est pas 100 millions d'années, c'est plusieurs millions d'années qui vont nous permettre de comprendre pourquoi ces failles sont là. Et pourquoi à tel endroit elles seront actives et à tel autre endroit elles ne le seront pas. Donc c'est important d'enregistrer les mouvements en surface, c'est important de mieux illustrer le sous-sol en profondeur, ne pas uniquement utiliser la surface, mais se dire que c'est exactement comme un corps humain, hein, c'est-à-dire la peau reflète certaines choses, mais ne va pas refléter ce qui se passe au niveau du foie. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, il faut aussi qu'on analyse et qu'on synthétise tous ces éléments. C'est-à-dire que toutes les équipes travaillent ensemble de manière à avoir une meilleure compréhension des risques. Si on regarde la carte qui est en bas, si on arrive à la voir, on a la plaine de cul-de-sac, voilà. Vous voyez très bien la plaine de cul-de-sac, avec la faille qui est en rouge, qui est pratiquement horizontale. Vous voyez qu'il y a des tronçons qui sont en très plein, et il y a des tronçons qui sont en pointillés. Ces tronçons en pointillés, ça veut dire que l'on ne sait pas exactement où passe la faille. Vous voyez qu'il y a une idée qui est dans l'esprit actuellement au niveau des instances gouvernementales de déplacer la capitale de Port-au-Prince. Pendant un moment, il a été question d'envisager de la déplacer un petit peu vers l'est. Eh bien, vers l'est, c'est-à-dire vers le lac Azuay, près de la République dominicaine, on a des endroits où le tracé de la faille est mal connu. Donc, par exemple, c'est des travaux que nous allons essayer d'effectuer avec les Haïtiens, avec aussi, il va y avoir des travaux prochainement, une équipe américaine qui va venir travailler sur cette zone, et il y a aussi probablement des Allemands, des Belges qui vont travailler sur cette zone également. Voilà, de manière à essayer d'évaluer latéralement quels sont les différents segments qui sont potentiellement les plus dangereux. Voilà. Donc là, c'était pour la première page, c'est une idée globale de la situation. Une idée globale de la situation de la recherche, vous voulez dire ? De la recherche, oui. Alors, actuellement, avec les recherches qu'on a menées, avec les collaborations avec les Haïtiens, nous avons levé des cartes en offshore. Donc, le domaine marin a été levé, c'est-à-dire qu'on a maintenant une carte bathymétrique, voilà. Donc, vous voyez à droite, c'est la carte géologique qui a été levée dans les années 80. Donc, on ne voit pas très bien sur cette zone-là, mais on sait que la faille traverse d'ouest en est la péninsule du Sud. Donc on a la carte géologique à droite, et à gauche, vous avez les levées qui ont été effectuées avec le bateau océanographique français l'Atalante. Et on voit très très bien, vous voyez bien la zone horizontale, ça c'est le tracé de la faille en mer. On voit très bien que ça se prolonge en mer. Oui, mais ça c'est quelle faille ? Est-ce que c'est la faille C'est la faille d'Enriquillo, Plantin-Garden. Donc c'est la faille qui traverse la péninsule du Sud. On est maintenant capable de connecter le tracé de la faille et son type d'activité en mer et à terre. On est capable de connecter maintenant. On n'était pas capable là, ce avant. que je vois là, c'est certaines ruptures ou pas, non ? Alors, on voit certaines ruptures. Pour ça, il faut analyser en détail la carte bathymétrique, et on voit des énormes blocs qui tombent. Et nous avons prélevé des sédiments dans le fond de ces bassins. Ce que vous voyez à gauche, la carte bathymétrique, ce qui est haut est en rouge.
Et puis ce qui est profond est en bleu, avec toute la gamme de couleurs. Donc ce qui est dans les jaunes est entre les deux. Donc il y a 3 bassins profonds le long de la faille, avec un haut très important sur lequel est perchée l'île de la Navas, qui est dans la zone qui est rouge. Vous voyez ? Donc maintenant, on a d'une part une très bonne cartographie en mer, qu'on peut relier à la cartographie à terre, mais également ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé le long de certains profils, on a acquis des données géophysiques qui, en fait, ça correspond à une échographie du sous-sol. On envoie des ondes, ces ondes se réfléchissent sur certains niveaux qui sont plus durs que les autres et ça nous permet d'interpréter la géométrie des failles en profondeur. Donc peut-être la diapositive d'après permettra de comprendre... Alors voilà, je voulais dire simplement, avant de rentrer dans le détail des résultats, qu'il est très important de documenter les failles et de les localiser. Alors, on a parlé de la faille de Léogane, c'est une faille en fait, qui avait déjà été cartographiée par Robert Monplaisir en 1986. Simplement, elle était cartée au milieu d'autres failles. Hein, donc il était difficile de savoir que celle-ci exactement allait jouer. Il est très important aussi d'analyser les failles et leurs caractéristiques, c'est-à-dire est-ce que c'est des failles qui sont compressives, donc comme des chevauchements qui vont provoquer des plis, ou bien est-ce que c'est des failles qui sont décrochantes, comme le PGF ou comme la faille septentrionale. Voilà, donc caractériser ces failles, c'est quelque chose qui est très important, de manière à ce qu'on puisse évaluer le mouvement et l'anticiper. Donc, ça permettra d'anticiper et de préciser les besoins à l'échelle de l'État, hein, de manière à ce qu'on puisse avancer sur les recherches. Mais ça permettra aussi de mieux appréhender les risques si on cartographie correctement, qu'on comprend correctement le fonctionnement des failles. Ça va permettre de mieux appréhender les risques zone par zone. Voilà. Donc les nombreuses équipes travaillent en collaboration et je pense que dans la diapositive suivante, il y a des profils sismiques qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux. Alors, bien sûr, il y a les travaux sur le terrain. Et là, que fait-il Alors, il est en train de prendre des mesures sur une couche sur des couches qui sont pentées à côté des basaltes de la péninsule du Sud. Donc pourquoi il prend ces mesures? Parce qu'on a besoin de comprendre comment la géométrie du sol à l'endroit où passe la faille, et particulièrement à cet endroit-là, il y a des sources qui nous donnent des informations sur la profondeur de la faille. Donc des sources, vous avez dit. Des sources, voilà. Donc on a besoin de bien comprendre d'où sortent ces sources, comment elles sont reliées au système de faille. On sait qu'il y a des fluides profonds qui viennent le long de ces sources-là, et donc on analyse l'ensemble du système naturel, si vous voulez. La faille, les couches qui sont autour, les fluides qui circulent. Voilà. Donc, jusque-là, c'est quand même intéressant. Donc, alors, ma question avait tout son sens quand je parlais de résultats passionnants pour les scientifiques. Alors là, on va continuer. Et vous avez découvert beaucoup de sources qui ont des rapports avec des failles en mouvement? Oui. De nombreuses. Alors, nombreuses, moins que je ne le croyais. Je dois dire, moins que je ne le croyais, parce que la faille EPGF est une faille que je caractériserais de relativement sèche. C'est-à-dire qu'on trouve des sources aux intersections des différents segments. Mais dans les segments qui sont actifs, en fait, c'est très, très, très fracturé, avec une perméabilité très faible, et donc les fluides ne circulent pas. Donc c'est ça qui présente un risque. Alors, le mouvement, il est... accommodé, il est intégré dans la roche par la déformation au niveau de la faille pendant un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, bien, la déformation est trop importante pour que la roche encaissante puisse l'absorber. Et c'est là qu'on a le tremblement de terre. Okay. Est-ce que nous devons comprendre que chaque fois que l'on trouve une source quelque part, cela indique l'existence d'une faille? Non. C'est pas le cas? Non. Ok. Non. Et oui, alors on allait avancer avec les recherches.
et avec les résultats, je dirais, alors des travaux acquis en mer en 2012, 2013 et 2015. Voilà, il y a eu ce que vous voyez Haïti, on reconnaît bien la côte d'Haïti, vous voyez qu'il y a des grandes bandes bleues, jaunes, rouges. Tout ça, ce sont des levées qui ont été faites jusqu'à la frontière avec Cuba, la Jamaïque, de manière à ce qu'on cartographie correctement les failles. On voit très bien la faille septentrionale au nord, on voit très bien la faille qui passe au nord, hein, donc maintenant elle est correctement cartographiée. Tous les petits points que vous voyez, ce sont des échantillons de sol qu'on a pris au fond de l'eau, de manière à étudier d'une part les archives sismiques, c'est-à-dire quand vous avez un séisme, il y a un certain nombre de sédiments qui vont être mobilisés des hauteurs et qui vont redescendre. D'accord ? Ces sédiments, ils sont évidemment bouleversés, ils ont une structure qui n'est pas cohérente par rapport aux sédiments qui sont dessous et qui seront dessus. Alors ça, à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est ce qui se passe. Donc, quelque part, c'est enregistré dans le sous-sol, et si l'on fait ce qu'on appelle un carottage ou un forage, eh bien, on peut reconnaître ces couches qui ont été très perturbées, et on peut les dater et dire, voilà, cette couche-là correspond à un grand tremblement de terre qui a eu lieu à telle période. Alors, en général, les tremblements de terre, on les connaît sur les périodes historiques, et même pas forcément historiques. C'est-à-dire depuis que l'histoire a commencé, mais plutôt depuis 200, 300 ans, puis quelquefois par les écrits. Mais on n'a pas de détails, on n'a pas l'endroit exact, etc. Par contre, là, en prélevant ces sédiments-là, en les identifiant, en les datant, on peut dire, voilà, la faille, elle a joué tous les 300 ans, ou bien tous les 500 ans. Voilà. Donc tous ces petits points que vous voyez là, c'est ce qui a été prélevé. Les grands carrés que vous voyez par contre, c'est plutôt des rectangles d'ailleurs, ce sont les zones d'études à terre. Donc on essaye à chaque fois de corréler ce que l'on voit en mer, ce que l'on voit à terre. Et l'intérêt... Les résultats donnent Les résultats donnent qu'on a une très bonne cohérence. Et à terre, on observe facilement la surface, mais comme vous le savez, Haïti est un pays qui a un relief très important, donc faire le type d'acquisition qu'on a fait en mer, c'est-à-dire envoyer des ondes et recueillir les différents éléments, faire l'échographie du sous-sol, si vous voulez, eh bien c'est très difficile et très coûteux de le faire à terre parce qu'il y a beaucoup de relief. Beaucoup de relief, beaucoup de végétation. Donc on est obligé à terre de se baser sur l'étude des surfaces. Alors on fait les rivières, on travaille le long des failles, on prend des mesures, etc. Tout ça, voilà, ça représente les travaux qui sont effectués depuis ces dernières années, en collaboration avec les Haïtiens, bien sûr, qui sont toujours avec nous sur le terrain. Là, vous avez un exemple, vous avez le portique du bateau, et puis vous avez la carotte dont je viens de vous parler, offshore, par exemple. Vous voyez, c'est un trou, on appelle ça une carotte, mais c'est en fait un espèce de cylindre qui prélève des sédiments dans le fond de l'eau, et on peut caractériser chacun de ces éléments. Et les relier à un séisme possible. Alors pour les auditeurs, le public, les téléspectateurs peuvent lire avec nous, mais pour les auditeurs, nous dirons que des études offshore à développer pour comprendre la transition terre-mer et évaluer le risque de tsunami. Voilà. Pourquoi ? Vous avez trouvé des choses aussi ? Oui, parce que on voit par exemple sur vous pensez au risque de tsunami par exemple ? Oui, voilà. oui. Le risque de tsunami par exemple, il doit être caractérisé en fonction de la structure du sous-sol, de la morphologie du sous-sol. Parce que la vague, elle a une certaine amplitude qui est amplifiée par les différentes profondeurs, les variations de profondeur du fond de l'eau. Je dirais que dans la zone de Port-au-Prince, il y a un plateau qui est très large. La plaine de cul-de-sac se prolonge offshore assez loin, vers l'île de la Gonâve, et que quelque part, au niveau du risque de tsunami, on risque de casser une grosse vague et n'avoir que des petites vagues qui arriveraient sur la plaine de Port-au-Prince. Malheureusement, c'est très plat. J'allais dire une bonne nouvelle, et vous dites malheureusement. Non, je dis heureusement. Ah, heureusement. Heureusement. Ah, heureusement. Heureusement. Okay. Ceci dit, ça n'exclut pas qu'il y ait quand même un tsunami. Mais ça ne sera pas une vague, une amplitude énorme, puisque le fond, il y a vraiment une remontée très nette à partir de la Gonâve en allant vers la plaine de cul-de-sac. Donc de ce côté-là, du côté par exemple de la capitale, n'excluant pas le risque de tsunami, on a quand même une relativement bonne nouvelle. Voilà. Ce n'est pas le cas par contre dans les zones nord et ce n'est pas le cas non plus dans les zones sud. Voilà.
Donc, où on a des bassins profonds. Dans ces zones-là, s'il doit y avoir un tsunami, alors, les dégâts arrivent. C'est pas le même style. C'est pas le même style de dégâts. Voilà. Donc dans le nord et dans le, vous avez dit dans le nord et dans le sud. Et dans le sud. Voilà, c'est quand même des zones qui sont plus sujettes à des tsunamis. Ceci dit, le relief est très vite important, donc le tsunami va n'affecter que le bas du relief. Mais Port-au-Prince peut faire des victimes. Un tsunami à Port-au-Prince, il peut y avoir des dégâts bien aussi, sûr. mais pas. Même si la vague n'est pas monstrueuse. Oui. Bien sûr. Mais ça, de toute façon, oui. Donc, petite bonne nouvelle pour Port-au-Prince, petite bonne nouvelle. Mais si les constructions étaient plus ou moins solides, si le sous-sol était... si le sous-sol était solide, et le sous-sol n'est pas solide. N'est pas solide. Donc, n'est pas solide. S'il doit y avoir un tsunami, il faut réaliser que s'il y a un tremblement de terre, c'est ce qui s'est passé, vous avez des reliefs des deux côtés. Autour de Port-au-Prince. Il y a les Matheux et puis il y a la montagne de la Selle. Donc toute l'eau, tous les sédiments s'accumulent dans la plaine de cul-de-sac. Ça veut dire que la plaine de cul-de-sac est remplie de sédiments qui sont gorgés d'eau. Quand vous avez des sédiments qui sont gorgés d'eau, si vous introduisez un choc sismique par exemple, eh bien ça va se mettre à vibrer et l'eau va amplifier la vibration horizontale. Et c'est ça qui provoque énormément de dégâts. On appelle ça la thixotropie. Ça provoque énormément de dégâts parce que le sol n'est pas solide. Le sol solide, il va transmettre directement. Pour la radio, en fait, c'est un profil sismique, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire, c'est une échographie du sous-sol. Et là, vous avez un profil qui représente la faille qui a joué en 2010, mais un peu plus loin offshore. Donc, vous voyez que cette faille, elle est compressive. Vous voyez les deux éléments. La péninsule du Sud à gauche et au centre, ça représente l'île de la Gonâve, à peu près, la prolongation de l'île de la Gonâve. Ces deux zones sont en suréction. Et entre les deux, nous avons un décrochement. Et ces décrochements sont composés de plusieurs failles. Voilà. Donc ces failles que l'on voit en rouge, tout ce qui est indiqué en jaune, orange, etc. sur les côtés, ou en blanc, ce sont les failles anciennes qui ne jouent plus. En jaune et orange, ce sont les sédiments, la déformation des sédiments. Et puis, ce que vous voyez en rouge, ce sont les failles qui sont actives actuellement. Vous voyez que c'est un réseau. Oui. C'est difficile de dire lequel des plans va jouer. Alors voilà exactement le plus près possible où nous ayons pu relever la faille qui est responsable du tremblement de terre de 2010, c'est ce réseau de failles que vous voyez sur l'écran. Donc c'est un réseau qui est en éventail, je dirais, avec plusieurs expressions de failles en surface et une seule expression de faille en profondeur. D'accord ? Donc ça, c'est important de comprendre, et de comprendre pourquoi les mesures de mouvement en surface ne suffisent pas à comprendre le fonctionnement de ces failles. Donc il faut avoir une idée... Il faut avoir une idée de l'architecture de la faille en profondeur. Et pour finir... Besoins futurs. Voilà, les besoins futurs. Donc au niveau scientifique, on a besoin de moyens en soutien de toutes ces actions qui sont menées par les scientifiques haïtiens. On essaye, nous, sur le plan international, vraiment de se mobiliser pour fournir des éléments, des équipes, avancer pas à pas dans la connaissance des failles. Il faut aussi que, du côté haïtien, ils aient des moyens, que ce soit les scientifiques du BME, les scientifiques de la Faculté des sciences. Ils ont besoin aussi, au niveau de la Faculté des sciences, de développer des compétences en créant et en recréant, je dirais, parce qu'elles existaient, en recréant des filières universitaires de géologues et de sismologues. Il faut que les compétences soient en Haïti. Je donne un exemple, il y a eu 4 ou 5 thèses qui ont été faites par des Haïtiens, avec les USA, la France, etc., juste après le séisme. Depuis, nous avons cherché aussi à avoir des thèses. Actuellement, nous avons eu des thésards français qui ont travaillé sur les sujets haïtiens. Je trouve ça bien. Je trouve dommage que ce ne soient pas des compétences qui soient transférées directement à des jeunes haïtiens. Et le problème est que... Elles sont gardées ailleurs, ces compétences, non ? Les résultats seront pour Haïti, de toute façon. Mais ces compétences-là, voilà, on forme des étrangers, quelque part.
on forme des étrangers. Tous les thésards qui sont actuellement soit français, soit néerlandais qui travaillent ici, ils vont apporter un certain nombre de résultats qui seront au bénéfice de la connaissance des failles en Haïti. Mais je trouve dommage que l'on ne puisse pas avoir des étudiants en thèse haïtiens, plus d'étudiants en thèse haïtiens. Et pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les cursus ont été raccourcis. Et il y a une grosse demande de la part des professeurs de la Faculté des sciences d'État de l'Université d'État d'Haïti, justement de prolonger et de recréer cette filière qui permettrait de donner ces compétences-là et de les garder en interne en Haïti. Oui. Je crois que c'est la fin, sauf qu'il y a d'une part les intérêts scientifiques, mais d'autre part les intérêts sociétaux. Donc il y a vraiment au niveau des besoins d'informer les populations dans les zones à risque. Je donne un exemple. Les populations savent quand il y a eu un tremblement de terre. Moi, j'ai été très étonnée. Nous sommes allés récemment à Tiburon et on est allé l'an dernier. Je leur ai demandé, je leur ai dit, vous savez, il y a eu un tremblement de terre il y a 4 ou 5 jours. Elle me dit, oui, on sait. On sait. Alors, je dis, mais comment vous savez ? Elle me dit, des fois, ils ont senti, des fois, ils ont vu du gaz qui sortait des sources. Donc, il y a la population est capable de reconnaître les tremblements de terre, mais par contre, dans certaines zones qui sont surpeuplées, qui sont à risque, là, il n'y a pas d'indicateur de surface. On ne va pas s'en rendre compte. Voilà. Donc, l'information ne peut pas passer comme ça. Ce n'est pas la connaissance de la nature qui peut permettre aux gens. Donc il faut vraiment informer les populations dans les zones à risque, leur dire quoi faire, que ça passe par les enfants, par les maîtres dans les écoles, par l'université. Et puis après, il faut que ça arrive à l'échelle nationale et qu'à l'échelle nationale, il y ait un effort qui soit fait pour qu'il y ait des plans de prévention en cohérence avec les résultats scientifiques. Donc c'est pourquoi vous parlez de la nécessité d'éduquer à l'école et de faire de la prévention aussi. Voilà. Vous parliez tantôt du gaz qui sort des sources. Oui. C'est au moment du tremblement de terre ou après le tremblement de terre ou avant ? Alors, ça dépend, justement. Et ça, c'est une étude qui est extrêmement intéressante parce que ça permettrait, si on arrive à bien comprendre comment fonctionne telle et telle source, donc il faut monitorer sur plusieurs années, ça permettrait de comprendre s'il y a des indicateurs avant un tremblement de terre qui seront importants. Je donne un exemple. Alors là, je ne parle pas de zone particulièrement à tremblement de terre, mais il y a quand même des indicateurs qui sont importants. Si vous regardez la faille EPGF, elle arrive au niveau du lac Azuay. Azuay ? C'est ça. Voilà. Cette faille-là, on ne connaît pas le tracé exactement de la faille à l'intérieur. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avant le séisme de 2010, plusieurs années avant, l'eau du lac a monté. Oui. L'eau du lac a monté. Il y a des zones où il y a eu des échappements de gaz qui ont fait mourir les poissons, etc. Donc tout ça, ce sont des indices qu'il faudrait qu'on puisse répertorier petit à petit. Parce que si l'eau du lac a monté, alors qu'il n'y a pas eu d'événements météoriques extrêmement importants, d'eau, enfin de cyclones ou de choses comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a bouché les échappatoires de l'eau du lac. Oui. Donc ces échappatoires... Ça s'est passé dans le lac Azuay et aussi au niveau de l'étang de Miragouane aussi. Voilà. Donc ça veut dire donc qu'on a bouché les échappatoires. Ces échappatoires, c'est quoi ? C'est les plans de faille en premier. Donc si on les bouche, on les met en tension. D'accord ? L'eau ne peut plus s'infiltrer. Donc l'eau monte au-dessus. Ou alors, on a tellement comprimé que tous les réservoirs naturels, les grès par exemple, les siltes, etc., on a fermé leur porosité, c'est-à-dire qu'on a pressé l'éponge. Un réservoir naturel, c'est une éponge. C'est-à-dire il y a des éléments qui sont durs et puis il y a du vide qui se remplit d'eau. Si l'on presse l'éponge, on expulse l'eau. Et puis après, au bout d'un moment, si elle est complètement pressée, on ne peut plus rien expulser. Donc c'est ce qui peut se passer aussi quand on est dans ce type de faille, puisqu'on est en compression oblique. Donc on comprime tout ça. Voilà. Donc tout ça, ce sont des indices que les géologues et les hydrogéologues et les géomorphologues peuvent travailler en plus des gens qui travaillent au niveau de la géophysique de surface, les GPS, etc., les mesures de mouvement. On est à la fin de la présentation. OK. Et on est à la fin. Et maintenant, parlez-nous, Madame Zimmermann, des recommandations. Alors moi, je dois dire que je ne peux faire vraiment des recommandations
que sur le plan scientifique, mais en amplifiant l'impact que ça peut avoir sur la population haïtienne. En fait, je pense qu'on doit passer par une meilleure connaissance du système de failles. On doit absolument essayer d'insister pour le reconnaître au mieux, avoir des mesures permanentes, développer les compétences des jeunes Haïtiens pour qu'ils puissent continuer le travail qui est entamé, parce que c'est important de passer la main vraiment aux Haïtiens. Et après, à partir de là, c'est important que chacun prenne son bâton de pèlerin et aille expliquer les résultats aux instances gouvernementales, de manière à ce que des moyens retombent sur les gens qui font ce travail. Et qui est vraiment un soutien très fort, d'une part au Bureau des mines, d'autre part à la Faculté des sciences, de manière à ce que vraiment tout ce travail qui est effectué puisse être capitalisé et servir à la prévention des risques. Et ça devrait commencer rapidement? Oui, tout de suite, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Oui. Objectif, réduire la vulnérabilité des populations dans les zones à risque. Voilà, mais pour ça, il faut les caractériser. Il faut les caractériser. Mais dans un premier temps, il faut continuer les travaux de recherche. Oui. Et pour localiser la sismicité de certaines zones. Oui. Et dans un second temps, éduquer les gens. En même temps. Il faut faire en même temps. C'est extrêmement, parce que c'est long, c'est un lent processus. Alors, comme expliquait Claude Prepty, justement, au niveau des constructions, si on n'éduque pas, si on n'apprend pas aux gens, et même si quelquefois des gens qui auraient les moyens de construire, de faire des constructions qui sont parasismiques ou qui ont une meilleure résistance à un séisme, eh bien, si on ne le dit pas, si ce n'est pas régulièrement affiché, répété, etc., c'est un message qui s'en va dans l'air. De même, Madame Zimmermann, qu'il y a des failles mortes. Il y a des failles mortes, peut-être des failles mourantes aussi? Vous ne savez pas? Oui, si on peut, je ne sais pas s'il y a des failles mourantes, mais c'est intéressant comme concept. Mais en fait, on a des failles qui peuvent être considérées comme mourantes à partir du moment où le mouvement se distribuent sur plusieurs petites failles. Et là, elles présentent moins de risques. C'est-à-dire, elles sont actives à un certain endroit, et puis le mouvement, après, est réparti sur plusieurs petites failles. Donc, on appelle ça le partitionnement de la déformation. Elle est répartie sur plusieurs autres petites failles qui, du coup, finalement, ne vont pas accumuler beaucoup de mouvements, ne vont pas être réellement dangereuses. Donc, moi, je dirais, si on devait caractériser les failles mourantes, ce serait comme ça. Voilà. Est-ce que les recherches ont permis de voir s'il y avait ou non des volcans en Haïti? Alors, il y a des volcans qui sont connus en Haïti, des volcans qui sont récents. Par exemple, vous avez le volcan de la Vigie, vous avez le volcan de Tomaso, qui est juste au nord où on connaît les laves qui se sont répandues pendant le Quaternaire. Donc, vous dites des volcans récents? Oui. Ça veut dire 200 ans, 300 ans, 500 ans? Non, pas tout ça? Les derniers millions d'années. Voilà. Il y a des millions d'années? Derniers millions d'années. Derniers millions. Voilà. Et vous dites récent? Ben oui, parce que je suis géologue. Mon échelle de temps n'est pas tout à fait la même. C'est ça. Mais la différence, c'est quoi pour les profanes? Pour les profanes, mais comment vous expliquer Bon, les gens qui ne s'y connaissent pas. Oui. En fait, c'est la dernière éruption. Voilà ce que ça veut dire. C'est la dernière éruption, c'est il y a, je ne sais plus exactement, mais 700 000 ans, peut-être quelque chose comme ça, voilà, à peu près. Ça ne veut vous pas avez dire... dit que dans la zone de Tomaso... Tomaso et la Vigie. Voilà. Peut-on parler de... Alors, j'ai parlé de failles mourantes, mais on peut parler de volcans dormants ou pas? Bon, si on ne peut pas dire mourants. Alors, ce sont des volcans qui sont installés sur des petites failles de transfert. Donc, ce ne sont pas des failles extrêmement importantes par rapport au grand système haïtien. C'est des failles qui sont plutôt en extension, donc qui laissent passer du magma à certains moments. Donc, tout dépend de l'évolution des grandes failles, en fait. Parce que c'est la question que j'allais vous poser, à savoir est-ce qu'il y a une relation ou corrélation entre
Alors il y a une petite corrélation, puisqu'il y a des failles effectivement qui sont le long de ces volcans, donc c'est clair, mais ce ne sont pas du tout les mêmes failles que les grands décrochements et les failles compressives que l'on voit au fond des mateux. C'est un système de failles différent. Et ce n'est pas quelque chose de cyclique comme... Tant qu'on ne connaît pas la chambre magmatique qui est dessous, on ne peut pas dire, mais si c'était cyclique, on le saurait déjà. On saurait déjà qu'il y a eu un certain nombre... Je crains que vous me parliez de chaque million d'années, chaque 700 ans, chaque 800 ans. Non, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout si on peut considérer que ce sont des volcans récents. C'est comme la chaîne des Puys en France, si vous voulez. Ce sont des volcans récents. Voilà. Après, quelle est leur capacité d'être mobilisés à nouveau? Je pense que comme ces deux volcans-là sont sur des petites zones, des petites failles qui n'ont rien à voir, enfin pas qui n'ont rien à voir, mais qui ne sont pas connectées directement avec le grand système dont on parle, qui provoque les séismes. Risque zéro. Non. Pas risque zéro parce que ça n'existe pas. mais ce sont des risques qui, à mon avis, me semblent beaucoup moins importants que les risques de tremblement de terre. Il y a des petits tremblements de terre sur ces failles-là, mais justement, il y en a plusieurs et des petits. Donc ça veut dire qu'on relâche l'énergie. Quand il y a plusieurs petits séismes d'affilée, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on relâche l'énergie. On n'est pas en train d'accumuler depuis 100, 200 ans l'énergie sur un même point. 7 ans après, est-ce qu'on peut encore craindre un séisme venant de la même faille de Léogane dans les prochaines années ou dans les prochains mois? Assez souvent, il n'y a pas de raison qu'on puisse le localiser exactement sur la faille de Léogane. Comme je vous ai expliqué, c'est un faisceau de failles. Donc on peut penser que l'énergie a été relâchée sur la faille de Léogane et que relâchant cette énergie-là, le stress qui était accumulé sur cette faille-là a été reporté sur un autre segment. Voilà. C'est ça qu'on peut imaginer. Et notamment, si vraiment la faille d'Enriquillo n'a pas été génératrice de ce tremblement de terre, on peut se dire qu'à proximité de Léogane, cette faille, potentiellement, accumule encore du stress. Ainsi que, par exemple, près du lac Azuay. Vous pouvez revenir sur cette explication. Le 12 janvier 2010, c'est la faille de Léogane qui a rompu. Alors, d'après les dernières études des sismologues, en fait, c'est la faille de Léogane qui a rompu. Au début, on a pensé que c'était sur le plan principal de la faille d'Enriquillo, donc c'était un décrochement. Et finalement, en tout cas, tous les gros séismes qui ont été modélisés par Éric Calais, son équipe CIMIT, etc., montrent que c'est sur une faille qui est à pendage vers le nord et qui est compressive. Donc, ce serait la faille de Léogane, qui était la faille des Trois Baies de Robert Monplaisir. Et en fait... Vous parlez de répartition d'énergie sur d'autres failles. C'est-à-dire que le transfert de l'énergie, il est fait à la fois par le décrochement sud, le long de la faille d'Enriquillo Garden, et à la fois par la compression qui vient du nord, puisqu'on est pris entre deux décrochements. À très 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 grande échelle, il faut imaginer que la plaque Caraïbe, la plaque Amérique du Sud, la plaque Caraïbe et la plaque Amérique du Nord sont en compression nord-sud. D'accord ? Donc forcément, on est obligé, la plaque Caraïbe étant la plus petite, elle est obligée d'être éjectée vers l'est. Donc on a de la compression. On a du décrochement, on a de la compression. Et donc c'est ça qui se passe dans la zone de Léogane. On est à l'intersection du grand décrochement et des chevauchements, des plis de la chaîne des Matheux, de la Gonave, etc. Donc on est à cette intersection-là. De dire si le séisme a été nucléé sur le décrochement et s'est transféré après sur la faille compressive, ou c'est nucléé directement sur la faille compressive, moi je ne saurais pas le dire. Les experts disent que c'est sur la faille compressive. Donc ça veut dire que l'énergie a été relâchée sur cette faille compressive, mais n'est pas encore complètement relâchée sur le décrochement. Donc possibilité d'autres tremblements de terre. Je pense qu'on ne peut pas exclure. Voilà. C'est la prudence qui vous fait parler ainsi ? Oui, c'est la prudence parce que d'abord je ne suis pas sismologue, je ne suis pas au courant des derniers enregistrements qu'ils ont effectués. Et moi je raisonne sur plusieurs millions d'années en fait. Et je suis sûre
je suis sûre qu'il y aura d'autres tremblements de terre. C'est inévitable. Après, prévoir exactement où, moi, mon avis, c'est qu'il y a des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres, en tout cas sur la faille sud. Donc ces secteurs-là, c'est vrai qu'on essaye de les détailler un maximum pour avoir le maximum d'arguments à présenter aux gens qui vont faire l'interprétation des mouvements en surface. Donc maintenant, la réaction nécessaire des autorités, c'est quoi? Ce serait quoi? Ça serait vraiment d'être mobilisé et de ne pas s'imaginer que parce qu'il y a eu un séisme en 2010, on est à l'abri pour plusieurs années. C'est pas ça du tout. Je pense qu'il faut vraiment... la réaction des autorités, c'est d'essayer d'établir un vrai plan de prévention. Et ce plan de prévention comprend les études scientifiques et l'éducation. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, ça comprend ça, et ça comprend ensuite tout le relais sur la société haïtienne, donc les moyens pour la construction, la reconnaissance des sols, parce que c'est bien beau de reconnaître l'architecture des failles, mais si on n'a pas de reconnaissance correcte des sols en surface, on ne peut pas vraiment caractériser le risque. On a besoin de tous ces éléments. Et un petit conseil pour la population qui nous suit? Bien de rester averti, s'il y a des informations qui passent par les enfants, par exemple. Donc les maîtres sont éduqués, donc les maîtres vont enseigner un certain nombre de choses. Il y a tout un programme développé par GeoAzur où ils ont mis des sismographes à l'école de manière à enregistrer un petit peu partout dans les écoles. Je pense que ça, c'est extrêmement important que les enfants aussi enseignent à leurs parents les différents éléments qui permettent de caractériser un tremblement de terre et de prendre les précautions nécessaires si à la moindre secousse ou au moindre avertissement, quoi, de prendre réellement... Est-ce que vous pensez, Madame Zibiawan, que la réduction de la vulnérabilité passe par la destruction de certaines constructions informelles ou anarchiques? Moi, je pense qu'il est nécessaire de mettre les populations à l'abri, d'une certaine façon. Alors, c'est extrêmement difficile, je pense, de délocaliser des populations qui ont toujours vécu à un endroit, mais si on arrivait à expliquer, je me rappelle une conversation que j'ai eue avec mon amie haïtienne qui me disait, mais j'avais beaucoup d'espoir parce que je me suis dit, on va s'adresser aux femmes. Les femmes, elles ont vocation de protéger la famille, etc. Et donc, elles vont peut-être mieux comprendre l'intérêt de bouger de tel ou tel endroit, etc. Et elle me dit, mais c'est extrêmement difficile parce qu'avec tout ce qui a été vécu, en fait, le plus important pour les femmes, finalement, c'est la cohésion et l'aide qu'on peut avoir autour. Et l'aide qu'on peut avoir autour, c'est avec l'environnement qu'on s'est construit, que ce soit dans un bidonville ou dans un beau quartier, c'est avec l'environnement qu'on s'est construit. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est-à-dire que déplacer des populations, c'est peut-être les déplacer ensemble, mais surtout bien expliquer, et puis les déplacer intelligemment, pas les déplacer dans d'autres zones à risque, par exemple. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui est à faire. Donc a priori, il faut savoir où aller. Il faut savoir où aller, il faut préparer, il faut expliquer. Et il faut vraiment une vraie campagne d'explication et en parallèle des travaux pour, comme disait Claude Prepty, savoir où s'installer. C'est ça. Voilà. Et vous êtes en Haïti à l'occasion de la commémoration du 12 janvier, c'est ça? Alors, je ne suis pas complètement à l'occasion de la commémoration du 12 janvier parce qu'on a des travaux qui continuent. Donc, nous sommes pendant un mois sur le terrain. Vous êtes combien? Alors, on est 5 pour l'instant. Il y a des équipes aussi américaines qui sont arrivées pour faire des travaux sur le lac Azawai, que l'on va rejoindre. Et on va travailler en collaboration sur des projets futurs. On essaye autant que l'on peut. Donc vous êtes des scientifiques français, américains et belges. Et belges, voilà. Qui travaillent sur Haïti actuellement. Voilà. Mais, avec les Haïtiens aussi. Ah, oui. Toujours. On a oublié de dire, j'ai oublié de parler des Haïtiens. C'est toujours. On est toujours en collaboration directe et je dirais, le mot est peut-être pas bon, mais en guidage direct. Okay. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des interlocuteurs, professeurs à la faculté des sciences ou des ingénieurs qui connaissent très bien le terrain en Haïti. Donc il y a un temps infini que l'on a gagné à justement
travailler en collaboration avec eux. Parce qu'on peut se concentrer sur les zones qui ont de l'importance, on peut transmettre immédiatement, discuter en permanence. Quand on est sur le terrain, on discute en permanence. Si les gens ne sont pas avec nous, il y a toujours des gens avec nous, mais les personnes qui ne sont pas avec nous, qui connaissent la zone, on peut toujours téléphoner, voir avec eux, être guidé sur l'affleurement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui nous permet d'avancer vite, de restituer le plus vite que l'on peut, et puis de former en même temps des étudiants, puisqu'on emmène aussi des étudiants sur le terrain, des étudiants haïtiens, des jeunes haïtiens. Merci beaucoup, Madame Nadine Elouz Zimmerman, d'être passée à Métropole pour partager vos résultats, les résultats des travaux de ces équipes-là avec nous. Nous étions très contents d'avoir cette possibilité à Métropole. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et si ça peut servir à quelque chose, j'en serais vraiment ravie. Merci encore une fois, madame, et bonne journée. Bonne journée à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités à cette rubrique. Dans un premier temps, on a eu l'ingénieur Claude Prepti et dans un second temps, madame Nadine Elouz Zimmerman. Elle est scientifique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Ne quittez pas, on vous revient un peu plus tard avec d'autres émissions spéciales à l'occasion du 12 janvier. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.